lutter contre la confusion qui règne en nos esprits. Telle est la mission que Platon confiait à la philosophie. Nous allons, lors de cette première séance, distinguer la joie, non seulement de la tristesse, mais aussi et surtout de ce qui lui ressemble et à quoi nous serions tentés de la confondre. Je dis tenter car cela a des incidences concrètes et fâcheuses. Confondre par exemple la joie et le bonheur, c'est ne pas laisser à notre joie la chance d'éclore. C'est en effet d'emblée exiger de la joie qu'elle ait la constance du bonheur. Or, on le verra, la joie a et aura toujours quelque chose de spontané, d'inattendu. À proprement parler, elle n'est pas la certitude tranquille de l'homme heureux. De même, on identifie trop rapidement la joie et le plaisir. Or, laisser la confusion entre joie et plaisir pénétrer notre intelligence, c'est se condamner à vivre des fausses joies. C'est devenir des consommateurs inquiets et jamais satisfaits, alors que, on le verra au fil de notre parcours, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes fondés dans leur vie, enracinés dans la joie d'exister. Arrêtons-nous donc, premièrement, sur cette distinction entre joie et plaisir. En quoi sont-ils si différents? On remarquera d'abord que la joie est un sentiment, tandis que le plaisir est une sensation. Il suffit d'avoir un corps et des terminaisons nerveuses pour éprouver du plaisir. Le plaisir est en cela un dénominateur commun à tous les êtres vivants doués de sensibilité. On peut provoquer le plaisir indifféremment chez un rat de laboratoire ou chez un être humain, en stimulant mécaniquement telle partie de leur corps. La joie, elle, suppose d'avoir davantage qu'un corps. Elle est un sentiment, avons-nous dit. Le mot sentiment ajoute au fait de sentir le suffixe ment, dérivé du latin mens qui, justement, signifie esprit. La joie ouvre en effet notre être à une dimension irréductible au plan seulement physique et matériel. Ainsi, si l'on peut localiser tel plaisir, selon la zone du corps qui sera excitée, la joie, elle, a un caractère total et unifiant. C'est pourquoi, dit-on, on tressaille de joie. Tressaillir vient de saltare, sauter en latin. Les 4 premières lettres tres sont la déformation du préfixe latin trans qui signifie à travers. Tressaillir, c'est se laisser traverser, c'est bondir intérieurement, c'est de la plante des pieds à la pointe des cheveux, une vague de bienfaisance. Si la joie est un contentement qui envahit tout notre être, pour autant, elle ne nous étourdit pas. Dans l'expérience de la joie, toutes nos facultés, même les plus intellectuelles, vibrent à l'unisson. Le plaisir n'a pas nécessairement cette dimension totalisante. La preuve, on peut éprouver du plaisir à ce qui nous oppose aussi bien aux autres qu'à nous-mêmes. On prend par exemple un malin plaisir à voir un rival échouer dans son entreprise. Or, le malin plaisir suppose à la fois l'adversité, la jalousie et le malheur. De même, tandis que la joie est toujours globale, le plaisir peut nous retourner contre nous-mêmes. Ne suis-je pas en train de finir frénétiquement ce paquet de chips dont je m'étais promis de n'en prendre que quelques-unes? J'éprouve du plaisir, certes, sinon mon corps s'arrêterait de lui-même, mais non pas de la joie. Mon corps se fait une guerre, mon gosier boit l'alcool que mon foie déteste. Ainsi, dans le chatouillement, dans la titillatio latine qui intéressait les pères de l'Église autant que Descartes ou Spinoza, je ris, mais je supplie celui qui me chatouille d'arrêter. Mon corps dit encore oui quand ma volonté crie non. Aussi, les philosophes ont souvent fait de la titillatio le paradigme du plaisir triste. Mais attention, si elle s'en distingue, la joie ne s'oppose pas au plaisir. Il est des plaisirs tristes comme il y a des plaisirs joyeux. La joie que mes amis soient là ne sera pas gâchée, au contraire, par le fait que le repas est bon. C'est donc que la joie ajoute au plaisir une dimension que celui-ci ne contient pas, qu'elle a quelque chose qui survit à la seule sensation agréable. On se demandera ensemble quel est cet ingrédient de la joie qui est sa signature. Voyez en tout cas ce couple qui chantonne en remettant en ordre l'appartement après une soirée partagée entre amis. En époussetant les coussins du canapé, ils entendent résonner le rire des enfants et la joie du repas partagé. Certes, le plaisir est passé, les bons mets sont digérés, la joie, elle, demeure. Il y a de la joie dans ce que les Anglais nomment l'afterglow. L'afterglow désigne généralement le crépuscule ou, en physique des particules, la post-luminescence. Mais quand il indique une émotion, il fait référence
à cet état de bien-être prolongé qui suit parfois le plaisir et vient authentifier que ce dernier était réellement un plaisir joyeux. Dans l'afterglow, on ne se contente pas de jouir du bien, on se réjouit de son existence, même en dehors de notre jouissance, et bien après que celle-ci nous aura donné du plaisir. L'afterglow est une sorte de nostalgie lumineuse, un souvenir qui nous rend un bienfait plus savoureux que dans le plaisir qu'on en tirait. C'est le soupir d'aise des amoureux, la hâte de se revoir qu'éprouvent les amis en se quittant, la chaleur quand on pense à une ville que l'on a aimée et dont on se réjouit qu'elle existe. On voit par cette première distinction entre le plaisir et la joie que la joie, et non le plaisir seul, est le véritable critère de notre progression vers le bonheur. Nous verrons toutefois, dans la prochaine vidéo, que si la joie prépare au bonheur, il ne faut pourtant pas les confondre.